Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jacques Sapir. Bonjour. Bonjour. Auteur du Grand Retour de la planification, point d'interrogation, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On en parlera après. On parlera aussi du gaz. L'Europe se sevrer du gaz russe, c'est un sujet que vous connaissez bien également. Mais il y a l'actualité évidemment politique. Vous avez écouté ce qu'on en racontait juste avant avec l'OFCE sur qui en fait plus en matière de pouvoir d'achat entre Marine Le Pen Emmanuel Macron. Je vous ai reçu, ça fait un petit moment, c'était en 2017, on était je crois à l'entre-deux tours. À l'époque, vous défendiez le programme économique de Marine Le Pen. Il a subi depuis des correctifs. Il n'y a plus de sortie de l'euro, une dette, ça se rembourse. Vous êtes déçu ou pas qu'elle ait abandonné cette sortie de l'Union monétaire ? J'en prends acte. Je considérais qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes. Je considère qu'il y a aujourd'hui peut-être une certaine dynamique, mais fondamentalement, nous sommes dans tout à fait un autre contexte. Par exemple, nous n'avions pas ce phénomène de l'inflation aggravé par la crise en Ukraine, mais qui a démarré bien avant la guerre en Ukraine. Ouais. Et donc pour vous, sur encore une fois, ce qui a été changé, elle a eu raison de ripolliner. Certains disent que finalement, au-delà des problèmes de fond, il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau de son programme. Je ne me prononce pas là-dessus parce que, si vous voulez, là, on est typiquement dans de la politique politicienne. Ouais. Je pense qu'il y a toujours une série de réalités. Je pense que la France aura beaucoup de mal à retrouver un chemin de croissance stabilisé et de réindustrialisation si elle reste soumise à toute une série de directives européennes et si elle ne retrouve pas, d'une certaine manière, une forme de souveraineté monétaire. Ouais. Après, ce sont les hommes et les femmes politiques qui choisissent. Mais la souveraineté monétaire, pour le coup, on l'a perdue vu qu'elle souhaite rester dans l'euro. Là où je veux en venir, c'est que sur le pouvoir d'achat, et je fais le lien avec ce qu'on a dit avant, sur le pouvoir d'achat, elle en fait plus manifestement sur le papier qu'Emmanuel Macron. Tout à fait. Après, ce que disait Xavier Timbaud de l'OFCE, c'est qu'elle risque, parce que son programme est financé, il y a une discussion sur, encore une fois, le sérieux du financement de son programme, mais potentiellement, l'Institut Montaigne montrait qu'on pourrait aller sur 7% de déficit public. Et là, on se dit que si elle veut appliquer son programme, elle devra aller au bras de fer avec les Européens. Ça, c'est un des non-dits, quelque part, de soit accepter dans ces cas de rentrer dans le rang, de ne pas appliquer son programme, soit l'appliquer, dans ces cas-là, aller au bras de fer avec les Européens, notamment sur les règles budgétaires, déficit, dette. C'est ça, c'est un des non-dits, encore une fois, de cette campagne, campagne de Marine Le Pen. C'est un non-dit, mais c'est aussi un non-dit du programme d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron, par exemple, présente son plan 2030 et prévoit un très fort effort d'investissement, par exemple, pour reconstruire une partie du parc nucléaire français. Ouais. Se pose la question de l'investissement. Est-ce que cet investissement et les investissements qui découleront de cet investissement spécifique dans le nucléaire rentrent ou pas dans le cadre des contraintes qui sont fixées actuellement par la Commission européenne? Ouais. Ce n'est pas le même sujet, elle en parle de pouvoir d'achat et l'autre d'investissement. On peut imaginer que les Européens soient plus coulants sur le fait de sortir les investissements des règles du déficit pour des mesures de pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr que nos voisins européens seraient aussi magnanimes. Le problème du pouvoir d'achat, il se pose dans tous les pays. Regardez le taux d'inflation qui est actuellement en Espagne. La France, c'est un des pays qui en a fait le plus en matière de soutien au pouvoir d'achat avec le président Macron, ces fameux 30 milliards d'euros. Oui, mais si vous regardez les problèmes qui sont... pas sûr qu'elle en ait fait plus si on regarde par exemple les détaxations qu'il y a eu au Portugal et en Espagne, qui sont aussi très importantes. Le problème du pouvoir d'achat va se poser par exemple en Allemagne, où le taux d'inflation est considérablement supérieur à la France. Donc de toutes les manières, la France sera, quel que soit le président, sera confrontée au problème, est-ce que les règles européennes sont maintenues ou est-ce qu'elles évoluent? Pour l'instant, elles sont suspendues sur 2022 et 2023. Donc l'heure de vérité, ça sera 2024 ? Pour les comptes publics français ? Ça sera probablement entre 2023 et 2024, mais on ne sait pas, si vous voulez. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grande incertitude sur le cadre dans lequel nous serons. Nous ne savons pas, par exemple, comment va évoluer la situation géopolitique avec la guerre que la Russie mène à l'Ukraine. Nous ne savons pas à quelle vitesse va se déplacer l'inflation. Pour l'instant, on est à 4,5. Je rappelle qu'au début de l'année, la Banque de France prévoyait 3,5. Là, nous sommes à 4,5. On est à 4,5. En réalité, on est beaucoup plus s'il n'y avait pas eu toutes les mesures prises par le gouvernement actuel. On serait à 6. Mais bien sûr. Et de toutes les manières, même compte tenu de ces mesures, il n'est pas du tout impossible que l'on soit vers 5,5, voire 6 à la fin de l'année. Les Allemands sont déjà nettement au-dessus de nous. Même chose pour les Espagnols, même chose pour les Italiens. Donc on est dans une situation qui rend de toutes les manières extrêmement difficile de faire des prévisions à court terme, j'insiste bien, c'est un problème de court terme, et qui obligera, quel que soit le président, à réajuster en permanence les mesures qu'il souhaite prendre. Mais plus avec Marine Le Pen qu'avec Emmanuel Macron. Pour vous, encore une fois, si Marine Le Pen devait appliquer stricto sensu son programme, elle devra aller au bras de fer avec les Européens. Oui, mais je pense qu'Emmanuel Macron sera aussi obligé de le faire. Dans une moindre mesure. Pas nécessairement.
Pas nécessairement, pas sur les mêmes points, là vous avez tout à fait raison, mais pas nécessairement. Alors, sur la question budgétaire. Sur la question budgétaire, il devrait, par exemple, il faudra à un moment donné qu'il pose la question de savoir, peut-on sanctuariser la question des investissements et des investissements industriels dans le budget. Je pense que ça posera au moins autant de problèmes à la fois à l'Union européenne et à la Banque centrale européenne que les mesures proposées par Marine Le Pen. Donc de toutes les manières, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Nous n'échapperons pas à une forme de redéfinition plus ou moins brutale, plus ou moins consensuelle des règles européennes. Imaginons, qu'est-ce qui se passe? Marine Le Pen est élue, elle va voir les Européens en disant écoutez, moi mon programme, c'est 7% de déficit public. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être parfaitement accepté. Vous pensez que nos partenaires européens diront bien sûr, pas de problème? Si vous voulez, ils peuvent dire on le tolère pour un an. Après, on vous demanderait de revenir dans les clous. Mais à ce moment-là, nous ne savons pas dans quelle situation nous serons en 2023 ni en 2024. Ça, c'est vrai. À ceux qui disent que, Jacques Sapir, que Marine Le Pen promet beaucoup, c'est la phrase ce matin de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui dit « elle rase gratis Marine Le Pen » et qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de cadeaux fiscaux, mais qu'il n'y a pas d'effort en fait demandé en contrepartie aux Français dans son programme. Est-ce que c'est un argument qui est recevable pour vous? C'est un argument qu'on peut appliquer à tous les candidats, y compris d'ailleurs à Emmanuel Macron, qui définit des objectifs dans son plan France 2030, mais ne met pas les financements en face des objectifs. Donc, malgré les dizaines de milliards d'euros, j'ai plus ça en tête. Non, il n'a mis en réalité qu'une dizaine de milliards d'euros. Or, on voit très bien que je ne prends que la dimension du programme nucléaire. Il y a bien entendu d'autres choses qui sont dans son plan France 2030. Mais si on ne regarde que ce qui concerne la question énergétique, on est en dessous des réalités par un facteur de 5 ou 6. Elle parle de Marine Le Pen de sérieux budgétaire la concernant, même si son programme est jugé flou, en tout cas son chiffrage est jugé flou et des économies sont contestables. On ne rentrera pas dans le débat sur l'immigration, etc. Est-ce que vous défendez sa crédibilité budgétaire? Je n'ai pas à défendre la crédibilité budgétaire d'un ou de l'autre des candidats. Non, mais en regardant les chiffres à l'appui, mais si vous voulez, c'est pas un jugement de... Je pense que de toutes les manières, il faudra changer de paradigme, que ce soit sur la question budgétaire ou que ce soit par exemple sur la question industrielle. Alors, est-ce que c'est directement assumé? Est-ce que c'est quelque chose qui viendra progressivement dans le débat? C'est un autre problème et ça relève, à mon avis, beaucoup plus de l'habillage politique que des réalités. Maintenant, la réalité, c'est on ne peut pas continuer comme avant, que ce soit par rapport au cadre de la Commission européenne, que ce soit par rapport au cadre de la Banque centrale européenne. On sera obligé de faire des ajustements extrêmement importants. Mais comme il y a plusieurs pays qui seront obligés de le faire, eh bien, si vous voulez, l'Espagne, l'Italie, les premiers, le Portugal aussi, et même dans une certaine mesure l'Allemagne, parce que l'Allemagne a un tel déficit sur ses infrastructures qu'elle sera obligée de présenter un plan de redéveloppement global de ses infrastructures. Regardez, l'Allemagne n'a aucune station de déliquéfaction du gaz naturel liquide, si vous voulez. Or, si elle veut se passer, ne serait-ce qu'en partie, du gaz gazeux russe, il faudra le développer. Du GNL. Bon, il faudra absolument qu'elle développe des infrastructures de ce point de vue-là. Donc, de toutes les manières, même l'Allemagne sera obligée de faire un effort considérable sur la question des investissements. Alors après, se posera évidemment la question de savoir où va-t-on placer le curseur. Est-ce que l'Allemagne va dire il y a des règles qui s'appliquent à moi et qui ne s'appliquent pas aux autres? Bon, ça c'est un problème politique, mais il faut bien comprendre que dans l'ensemble des grands pays européens, il y aura un besoin à la fois pour protéger la population face à la vague d'inflation qui est en train de monter et pour développer l'économie dans l'avenir. Il y aura un tel besoin d'argent que je pense que toutes les règles budgétaires qui ont été fixées depuis des années vont sauter. Qui ont rarement d'ailleurs été respectées par la France, soit dit en passant. Oui. On voit Marine Le Pen, avant de passer au gaz, juste, il est meilleur ou il est moins bon son programme 2022 par rapport au programme économique de 2017, le jugement d'économistes? Je pense qu'il est naturellement différent parce que là encore la situation a naturellement changé. Moi je remarque qu'il y a deux candidats qui ont réellement mis la question du pouvoir d'achat en tête de gondole, Jean-Luc Mélenchon et Madame Marine Le Pen. Ce sont les deux seuls candidats qui ont fait délibérément de la question. Donc il en fait pas assez, le président candidat Macron, sur le pouvoir d'achat? Oui, c'est évident. C'est évident qu'il n'en fait pas assez. Du point de vue de la cohérence, il faut insister. C'était vraiment le programme de Jean-Luc Mélenchon qui s'approchait le plus
de ce que l'on pouvait estimer être une cohérence raisonnable du point de vue du programme. Mais globalement, il est très clair que nous avons eu 2 candidats qui ont mis l'accent sur cette question, et ce n'est pas un hasard s'ils sortent l'un et l'autre très haut au niveau du premier tour. Sur la retraite, vous en pensez quoi? Parce que finalement, on a le choix entre 60 ans, pas pour tout le monde, hein, mais pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, et 65 ans avec le président sortant. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a toujours des débats, on n'arrive pas à trancher. On entend qu'effectivement, le corps nous dit qu'il y a 3 milliards d'euros aujourd'hui de déficit du système. On dit que c'est gérable, mais ça devrait s'aggraver dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a urgence ou pas à faire une réforme paramétrique? Il y a urgence à faire une réforme, je dirais, différente de celle qui est proposée par Emmanuel Macron. Quand il dit effectivement qu'il y a un problème sur les retraites, oui, il a raison. Maintenant, il faut bien regarder les choses. Problème financier sur les retraites? Alors, il y a un problème de financement, et ce problème de financement est en fait relativement secondaire, parce qu'on voit bien que c'est en sortant toute une série de prestations, de revenus possibles pour le système de retraite, qu'on a mis ce système de retraite en déficit. Il faut savoir que ce sont les ressources manquantes qui provoquent la majorité, même au-delà. Donc c'est les baisses de cotisation qu'on a fait pour soutenir, encore une fois, pour baisser le coût du travail. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui un chiffre sur l'emploi, un taux de chômage à 7%. C'est bien tout le problème de la question de l'euro. On avait 2 manières de régler la question du coût du travail. Ou on l'a réglé par une dévaluation extérieure, donc interne, une sortie de l'euro, ou on le règle par une dévaluation interne. Mais cette dévaluation interne, eh bien, elle se paye. Elle ne pouvait pas se faire sur la base des salaires, donc elle s'est faite sur les baisses de cotisation. Exactement. Et c'est ça. Donc vous êtes toujours un fervent défenseur de la sortie de l'euro. Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas rester. Donc il s'est affadi alors son programme à Marine Le Pen, si on vous suit. Oui, dans votre logique. Il s'est incontestablement affadi. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si vous voulez, après la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux dire aux gens les choses ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens prendre conscience de ces choses au fur et à mesure qu'on applique une politique, ça, c'est un calcul de politicien. Ce n'est pas mon calcul. On parle maintenant du gaz. Jean-Pierre Clamadieu, qu'on a reçu ici, le président d'Engie, il alerte sur le fait qu'en cas d'embargo, encore une fois sur le gaz russe, que l'effet serait évidemment massif pour l'économie européenne. Et donc, vous êtes d'accord, ça serait une décision très très risquée pour l'économie européenne qui est déjà sur le fil du rasoir. C'est une décision suicidaire. Il y a, si vous voulez, 2 chiffres qu'il faut avoir. Premier chiffre. Vous comprenez que donner 700 millions de dollars tous les jours à la Russie pour indirectement financer une guerre, ça pose comme des problèmes aussi. Je vais simplement vous citer 2 chiffres. Les ressources en gazeux, donc qui nous viennent de Russie, sont 4 fois supérieures au gaz que nous obtenons en gaz liquide, en gaz naturel liquéfié, en GNL. Donc c'est un rapport de 4 à 1. En termes de quoi, pardon? En termes de volume. D'accord. En termes de volume. On reçoit 4 fois plus de gaz. On reçoit 4 fois plus de gaz de la Russie que de GNL. Oui. Bon. Les capacités de regazéification du GNL sont aujourd'hui à saturation. Parce qu'on le reçoit en forme liquide, il faut le regazéifier. Il faut absolument le regazéifier. Et il faut d'ailleurs des bateaux qui l'amènent. Il faut des méthaniers qui l'amènent. Donc on ne peut tout simplement pas basculer du jour au lendemain. On peut compenser la moitié des importations de gaz russe, selon Jean-Pierre Clamadieu. Il dit on peut le faire confiance, patron d'Engie quand même. Alors, c'est en supposant qu'aucune station de regazéification ne tombe en panne et que l'on puisse augmenter de 25% les capacités de reliquéfaction. Si vous voulez, on est dans la limite haute des possibilités techniques. Mais même ça, effectivement, c'est très limité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas se passer du gaz russe. Après, le gaz russe, c'est quoi? C'est le problème du chauffage? Mais c'est marginal, la question du chauffage. Aujourd'hui, quand on regarde à quoi sert ce gaz, il sert en particulier en Allemagne, essentiellement dans l'industrie. Donc, si on coupe le gaz russe, on a grosso modo 40%, voire plus, de l'industrie allemande qui s'arrête. Et c'est pour ça que les Allemands n'en veulent pas. Mais c'est évident. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Là, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire « Ah oui, les Allemands aiment les Russes ». Non, ce n'est pas la question. La question, c'est tout simplement, il y a des choses qui sont matériellement impossibles. Même s'ils font tout pour en sortir, les Allemands. On le voit bien dans le discours, ils font tout politiquement pour en sortir du gaz russe. Eh bien, ils n'ont rien fait pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de plan de développement des stations. Ils ont fait la tournée des popotes au Qatar, ils ont fait... Oui, mais c'est la même chose. Ils vont recevoir du gaz... Oui, il faut le regazéifier. Il y a 20 stations, il y a
installations, plus précisément, de regazéification dans l'Union européenne. Ouais. 20. Il y en a 2 en Grande-Bretagne, donc 22 à l'Europe, non pas en termes UE, mais Europe, au sens géopolitique du terme. Il y en a 0 en Allemagne. 0. Vous vous rendez compte que les Allemands... Et à construire, il faut quoi, 2-3 ans pour construire un truc comme ça? Au moins. Au moins. Ouais, on voit l'équation, comment elle est complexe pour les... Mais bien sûr, mais bien sûr. Et cette équation, par ailleurs, elle va s'appliquer la même chose sur le pétrole, où on voit d'ailleurs aujourd'hui que les États-Unis continuent d'importer du pétrole russe par des voies détournées, mais ils continuent même, ils augmentent leurs importations. Mais oui, de pétrole russe. Mais oui. Alors, si vous voulez... C'est marginal chez eux, le pétrole russe. Ça représente à peu près 10%. Un peu moins. Mais bon, c'est mineur, mais c'est pas marginal. Bon, on a le problème des produits qui servent à faire des engrais, qui viennent de Russie, essentiellement, par exemple l'urée. On a les métaux. Donc, on est d'une certaine manière tellement inséré dans le commerce international avec la Russie, et la Russie a un tel poids sur toute une série de produits qu'aujourd'hui, on ne peut pas, du jour au lendemain, couper. On se fait plus mal qu'on leur fait mal. Exactement. C'est ça votre conclusion. Engie, d'ailleurs, qui continue, nous dit Jean-Pierre Clamadieu, on finit là-dessus, à payer son gaz en euros, euros qui sont déposés, mis sur les comptes de Gazprombank. Voilà, donc cette menace de couper le gaz de la part de Vladimir Poutine, finalement, pour ceux qui ne paieraient pas en roubles, en fait, c'était une menace fantôme. Non, mais si vous voulez, c'est une chose importante qu'il faut comprendre. Ce qu'a demandé Vladimir Poutine, ce qu'a demandé le gouvernement russe, c'est que justement, l'argent, les euros, soient mis dans une banque russe en Russie, donc ne puissent pas être bloqués par les mesures des sanctions. Et c'est dans cette banque... En euros. En euros ou en dollars, etc. Et c'est là où ils seront reconvertis en roubles au prix de la Banque centrale, disons au taux de la Banque centrale de Russie. En fait, c'est une mesure pour empêcher que l'argent qui vient des différents clients soit bloqué au niveau du système bancaire. On oblige les clients à déposer leur argent dans une banque russe en Russie. C'est le système de ce qu'on appelle les comptes K dans les banques. Et c'est là où, effectivement, il se prémunit contre de nouvelles sanctions qui viseraient, voilà, OK, le client paye, mais on garde l'argent en Europe, vous ne pouvez pas l'atteindre du fait des sanctions. C'était ça le sujet, en fait. C'était ça le sujet, exactement. Le nerf de la guerre. Votre livre, Le grand retour de la planification, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. La planification, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé beaucoup dans cette campagne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je lui rends hommage dans ce livre. C'est tout à fait évident. Alors après, il y a d'autres personnes. Et on voit très bien que, à la fois la question de la transition énergétique. Écologique, c'est ça en fait. De la transition énergétique. C'est une transition énergétique qui ne peut se faire que sur 20 ou 30 ans. Elle impose d'une certaine manière une forme de planification. Et si vous y ajoutez la nécessité de réindustrialiser la France, dont même le président Macron parle, si vous voulez, donc il y a en fait un grand consensus sur cette question, on verra que ça impose aussi un retour à des méthodes de planification telles qu'on a pu les connaître à partir de 1946 en France. Bon voilà, merci en tout cas, merci de passer nous voir. Jacques Sapir est invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.